Alors, comme je vous le disais ce matin en introduction, chez Gibitier, on aime bien provoquer les choses. On aime bien ne pas être politiquement correct toujours, et puis d'ouvrir les chakras des adhérents, des participants. Donc, le board de Gibitier, cette année, a eu une idée novatrice, parce qu'ils aiment bien innover aussi. C'est le ring. Le ring, c'est quoi? C'est des sujets sur lesquels, en discutant avec vous, vous soyez acheteur ou prestataire, il y a forcément des sujets sur lesquels il y a deux points de vue. On est là pour vous éclairer sur ces sujets. Et pour animer cette session, nous avons choisi quelqu'un qui aime aussi provoquer les choses. C'est David Keller de Déplacement Pro que j'invite à me retrouver sur scène. Merci David. Et donc, sans plus tarder, bonjour à tous. Je vais introduire la première session des d'accord, pas d'accord. Est-ce qu'une offre de service TMC tout en un est-elle la solution? D'accord, pas d'accord. Je te laisse inviter tes intervenants. Pardon. Eh ben, Anne-Sophie Wüthrich de Navan. Et Grégory Baumann de chez Havas. Et bonjour à vous deux. Grégory, chez Havas, on n'est pas du tout en un. Dans une industrie qui est de plus en plus digitalisée, en quoi une TMC qui ne possède pas sa propre tech apporte-t-elle de la valeur? En quoi vous êtes autre chose finalement qu'un agrégat de solutions tierces? Bon, bonjour à toutes et à tous, merci pour la question. Est-ce que la question aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, a un sens? Je ne sais pas, mais j'ai envie de vous répondre. À chacun son métier. Je crois qu'ici, dans cette salle, tout le monde peut faire le constat qu'il n'y a pas de SBT défaillant. Les outils fonctionnent et en tant qu'agence de voyage, c'est une force pour nous parce que ça nous permet de nous concentrer sur notre savoir-faire, notre expertise qui est incarnée par nos hommes et nos femmes. Havas Voyage, c'est une maison qui a 85 ans, notre ADN c'est le service et on est des artisans du voyage qui au quotidien avons une chance extraordinaire, c'est qu'on est accompagné par des éditeurs qui ont des équipes brillantissimes. Alors cette question, moi je l'entends et c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, on pouvait constater que la maturité des outils n'était pas très élevée, que la maturité de nos clients n'était pas très élevée, que les taux d'utilisation étaient bas et que les différences entre les outils étaient pour le coup là assez forts. Et c'est vrai, quand un éditeur avait de l'avance, et je peux citer Egencia, ça avait un ascendant commercial extrêmement fort. Aujourd'hui, la maturité des clients entreprises est élevée, la maturité des outils également, les différences sont globalement plutôt faible entre les outils, et c'est un peu comme une course de Formule 1 en fait. C'est quand il y a un éditeur qui sort une nouvelle fonctionnalité, ce que l'on voit, c'est que 6 mois après, les autres éditeurs développent la même fonctionnalité. Et comme je le disais, c'est un peu comme une course de Formule 1. Il y avait le Grand Prix d'Autriche ce week-end. Est-ce que c'est l'écurie Ferrari avec un moteur Ferrari qui a gagné? Non. Ce n'est pas l'écurie Mercedes avec un moteur Mercedes. C'est une écurie qui s'appelle Red Bull et qui a pris un moteur, je ne sais pas si c'est Ford ou Honda. À la question, est-ce qu'une agence de voyage fait la différence aujourd'hui avec sa technologie? Ma conviction, c'est que non, c'est par le service global. D'accord, très bien. Navan, Anne-Sophie, quand on pense à Navan, bah oui, on pense à tout en un, mais on pense aussi à des levées de fonds astronomiques. Des levées de fonds dignes de FinTech, mais en fait c'est ça. Vous êtes une FinTech, vous n'êtes pas une agence de voyage. Mais à ce moment-là, pourquoi vous ne vendez pas des petits pois? Éventuellement, vous seriez moins sensible aux crises sanitaires, par exemple. Merci David. Merci David. Je suis en vert en plus, donc éventuellement je pourrais aussi vendre des petits pois ou autres types de légumes. Mais merci de poser cette question parce que c'est vrai que Navan, on nous interpelle régulièrement sur ce sujet-là et je suis super contente d'avoir la possibilité d'éclaircir notre positionnement. Oui, Navan, nous sommes une TMC. Alors on est très fiers de notre technologie et on en parle souvent, mais
En parallèle de cette technologie, Navan, c'est aussi à peu près 800 agents de voyage dans le monde, donc qui sont des agents et qui sont là pour répondre aux demandes de nos clients offline, donc nos clients qui parfois ont besoin de l'humain pour gérer des déplacements un peu plus complexes ou des choses qu'ils ne peuvent pas faire sur la plateforme. Donc oui, on est une TMC avec donc 800 agents de voyage dans le monde qui sont répartis sur plusieurs bureaux de façon à servir toutes les time zones. Mais oui, complètement, on est une TMC. Et David, tu parlais de nos levées de fonds. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent qu'on a levé? On s'en est servi pour... J'en ai pas vu la couleur. Hein, c'est plutôt bon signe. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On s'en est servi pour acheter des TMC. On a acheté comme travaux en Allemagne. Voilà, donc oui, complètement, on est une TMC. Mais c'est vrai que nos valorisations un petit peu hors du commun sur le marché du travel, ça valorise la puissance de notre technologie. Alors, vous avez entendu, Anne-Sophie, ce que disait Grégory. Lui, il y a une certaine humilité dans la position de l'agnosticisme. On prend ce qu'il y a de meilleur sur le marché, le best of breed, hein, comme on dit. Mais alors vous prétendez être les meilleurs dans le moyen de paiement, être le meilleur en termes de fonctions, on va dire, OBT, etc. etc. Oui, l'humilité, là, par contre, c'est moins évident. On ne s'ennuie pas chez Navan, les journées sont bien remplies et on essaye on s'efforce vraiment au quotidien, toutes les équipes, à effectivement être le meilleur sur tous les volets. On est encore récent sur le marché, hein. On a été créé en 2015, donc il y a encore un long chemin à parcourir, mais effectivement, on s'attache à toutes les semaines, tous les mois, continuer à travailler sur notre produit, à l'améliorer, à développer des fonctionnalités. Alors effectivement, hein, maintenant en 2023, réserver un billet online, ça n'a rien de très novateur, tout le monde sait faire. On s'attache vraiment à travailler sur ce côté all-in-one de notre offre, où avec Navan, nos clients vont être en mesure de couvrir toute la chaîne du business, du travel and expense. Et voilà, pour être les meilleurs, on travaille dur. Grégory, il y a beaucoup de gens qui ont voulu tirer des leçons de la crise pandémique. Et puis, alors, on sent bien hein, que le tout en un, c'est aussi une question d'équilibre entre l'humain et la technologie, le digital, merci. Certains ont dit de la pandémie, ah, tiens, demande à ta technologie de faire du rapatriement ou de gérer des annulations en cascade. Elle va bien rigoler, ta technologie. Et puis d'autres ont dit, ah, ben ils avaient l'air malins, ces TMC qui disent mettre l'humain au centre de leur service, alors que tout le monde était en activité partielle. Quelle leçon tu as pu tirer, toi, de cette crise? Est-ce que ça invalide? J'imagine que tu vas me dire que ça valide ton modèle. Moi, j'ai entendu tout à l'heure qu'on pouvait être dans une démarche un peu provocatrice, alors je vais le faire. Moi, je considère post-crise que globalement, on a tiré une leçon, et on l'entend des clients entreprises, c'est la fin de l'illusion du tout digital. Ça peut paraître étonnant quand je le dis comme ça, mais la technologie, c'est un moyen, c'est pas une finalité. La finalité, c'est le service. Je disais tout à l'heure qu'on voit des taux aujourd'hui au sein des entreprises, des taux online de 95%. Très bien, mais la réalité, c'est que si les 5% restants ne fonctionnent pas, c'est toute la chaîne du travel qui se grippe. Les 5% restants, c'est quoi? C'est une urgence, une angoisse, un déplacement complexe. Et si vous n'avez pas les équipes expertes immédiatement disponibles, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je parle de, quelque part, retour en grâce du service et désillusion du digital. On a une autre activité chez Havas Voyage, une activité loisir. On a 200 agences dites traditionnelles qui ont pignon sur rue. Alors traditionnel, c'est vrai que le mot fait probablement un peu désuet. Et pourtant, il est incroyablement moderne, ce mot-là. On a une activité qui est aujourd'hui à 30% au-dessus de 2019. 30% au-dessus de 2019 avec un client sur deux qui est un nouveau client, qui était avant un habitué du web, qui réservait ses vacances, ses voyages seul, et qui aujourd'hui se dit post-crise, finalement, avoir quelqu'un qui nous conseille, qui va être à nos côtés, qui va confirmer nos choix, qui va partager des bonnes adresses, qui, en cas de galère sur place, va pouvoir m'écouter, va pouvoir obtenir des remboursements de billets si besoin, va pouvoir partager des règles sanitaires. Eh bien, c'est utile.
Donc on voit qu'il y a quand même un retournement aujourd'hui, qu'il y a la renaissance de l'ère service et donc cette fin de l'illusion du tout digital que j'évoquais. Tout le monde parle aussi d'un problème de business model en ce qui concerne les TMC. On a pu s'apercevoir, pour revenir encore une fois sur la crise, que pas de transactions, pas de revenus. Bah oui, Navan, eux, ils ont leur tech, hein, qui de bout en bout, on le sait. Ils sont comme des éditeurs de logiciels. Dès lors, ils peuvent se rémunérer comme des éditeurs de logiciels, c'est-à-dire en faisant la part belle à l'abonnement. C'est quand même sexy, ça. Donc la question est encore pour moi. Pourquoi pas l'abonnement ? Absolument. Si le modèle de l'abonnement était un modèle qui avait été adopté par tout le marché, ça se saurait. Nous, on est très pragmatique. Le sujet, c'est moins le modèle économique que notre économie. Le sujet, moi, je suis étonné. Ça fait 9 ans que je suis dans cette industrie. Année après année, j'ai vu les filles qui ont baissé. Et de la même manière, donc nos revenus clients baissaient sur le marché et puis les revenus fournisseurs baissaient. Donc ça nous a mis sur un chemin de crête extrêmement compliqué. Donc si le modèle qui est adopté par le marché, c'est demain un modèle nouveau, de manière très pragmatique, on ira. Notre sujet, c'est simplement d'avoir suffisamment d'oxygène pour bien servir nos clients. Et nous sommes des centimiers, les agences de voyage. Une dernière question, très très rapidement donc. Pour Anne-Sophie, là pour l'instant vous vous intéressez surtout, en tout cas en Europe, aux petites entreprises, aux PME, mais est-ce que c'est pas parce qu'avec votre technologie qui est d'un seul bloc comme ça, est-ce que vous auriez les moyens de vous connecter à l'ensemble des logiciels d'un grand groupe ? Alors, effectivement, une grosse partie de notre base client, et notamment en France, on est arrivé en France il y a 18 mois, en janvier 2022, donc l'activité est encore relativement récente, mais on s'adresse de plus en plus au haut du segment et on commence à avoir des clients. Et techniquement, ce sera possible. Et techniquement, ce sera possible et il n'y a rien de confidentiel. On est relativement fiers, on est même très fiers chez Navan de notre plus gros client global qui est le groupe Unilever, qu'on a implémenté en quelques mois et qui est live maintenant. Heineken également. Heineken, c'est notre plus gros client IMIA, on va dire, Unilever au niveau global. On le sert sur 21 pays, donc on sait le faire. Pile à l'heure. Merci. Anne-Sophie, merci beaucoup Grégory. Alors on en a parlé ce matin avec Agnès en intro qui nous disait le maïs explose parce que de toute façon les gens reviennent plus au bureau. Donc le maïs va se substituer à la vie de bureau. Vous vous rappelez, on déplace la machine à café. Alors c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc il y a des opinions divergentes sur ce sujet. Et donc, j'ai le plaisir pour ce débat d'accueillir FaZe Mimita chez BCD Meeting and Event et Arnaud Catch chez Cactus. C'est à vous. Merci Stéphane. Bonjour FaZe. Salut David. Toi, tu t'occupes de Meeting and Event. C'est du propre. Exactement. Parce que les profiteurs de guerre, on connaissait, il y a les profiteurs de pandémie aussi. Exactement. Hein, parce que ça marche bien le maïs, on l'a entendu ce matin, ouais. Depuis la pandémie. Alors c'est quoi ? C'est la nouvelle organisation du travail qui était enclenchée avant la crise, mais qui s'accélère avec des salariés de plus en plus disséminés, des collaborateurs de plus en plus disséminés qui ont besoin de se retrouver. C'est ça le gros de votre activité là que vous constatez? Alors, depuis. Il y a 3 choses, David. La première chose, c'est le mot engagement qui est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que je pense que ça a été dit ce matin, le maïs répond à des enjeux RH et notamment de rétention de talents et de motivation. Et la troisième chose, c'est que le maïs reste le canal le plus important pour passer des messages clés. D'accord, mais là, on a l'impression que depuis la fin de cette crise, il y a quelque chose de plus stratégique dans le maïs et que ça fait même partie de l'organisation de l'entreprise. Et notamment pour pallier le fait que les salariés sont de moins en moins au bureau. Et là, la question que l'on pose, est-ce que ça se substitue à une partie de la vie de bureau, en tout cas, prend tout son sens? Alors, ça peut se substituer en effet, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de reconnecter les gens, reconnecter les collaborateurs entre eux et reconnecter par rapport à leur direction et à leur hiérarchie. Donc clairement, aujourd'hui, il y a une explosion de réunions présentielles, ça a été encore dit ce matin. L'objectif derrière, c'est que comment passer du temps ensemble, comment développer la cohésion,
comment aussi développer cet esprit d'appartenance à l'entreprise. Mais au-delà de ça, ce qu'on observe, ce que j'observe moi de mon côté, c'est qu'on a de plus en plus de temps dédié au networking d'une manière complètement informelle. D'accord. Et ça, c'est particulièrement, enfin, le MICE, l'événement à l'extérieur de l'entreprise, c'est ce que tu dis, est particulièrement favorable à ces échanges qui auront moins lieu sur le lieu de travail habituel. Exactement. Ok. Et toi, Arnaud, ce que tu fais, en fait, c'est que tu prends une branche, tu t'assois dessus, tu prends une scie et puis tu scies. Parce que ton métier, bah, toi aussi, c'est le MICE, sauf que toi, tu dis, non, il faut faire revenir les gens au bureau. Explique-toi. Non mais, parfaitement d'accord avec Fez sur le fait de dire qu'évidemment, le monde du travail s'est transformé, qu'il faut reconnecter les collaborateurs, que le MICE joue un rôle beaucoup plus important qu'il ne l'a été. Mais le MICE ne va pas du tout régler tous les problèmes. Le bureau, il est très fondamental dans la culture des entreprises. Ça reflète finalement en fonction de où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'il est placé. Et même toutes les politiques de télétravail sont différentes. Et le bureau, il est plus ou moins remis au centre de la vie des collaborateurs, mais il est toujours là et il est plus que jamais, lui aussi, remis en question. La politique MICE, elle est remise en question, mais la politique et la stratégie immobilière des entreprises, elle aussi, elle est remise en question. Et donc se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait de cette stratégie immobilière. Et finalement, j'ai pas envie de rattacher la fameuse branche, mais sans employer le terme de événementialiser la vie de bureau, finalement, il faut redonner envie aux collaborateurs d'aller dans les bureaux. Et donc ça passe par tout un tas de méthodologies pour réenchanter, donc avec des petits déjeuners le lundi matin pour créer des instances. Et donc finalement, on s'inspire en quelque sorte de ce qu'on a vu avec tout un tas de services. Typiquement, on voit maintenant de mettre des salles de sport, des cours de sport, tout un tas de choses qui vont faire que les collaborateurs vont avoir envie de revenir parce que, en fonction des cultures de boîte, on n'est pas tous prêts à faire du full télétravail. Et donc, par conséquent, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, créer un cadre où les collaborateurs ils ont envie de revenir. Donc, il faut créer ça. Et c'est donc complémentaire entre, d'un côté, une partie du travail individuel au bureau, une partie du travail collectif, parce qu'on ne peut pas, dès qu'on a besoin de faire un meeting, prendre un lieu à l'extérieur. Même si tu le disais, parfois, il faut prendre, pour réunir l'équipe, s'aligner, il faut prendre une petite salle de réunion. Peut-être qu'on le fera une fois par mois, hors des bureaux, dans un lieu qui est spécifique, qui est dédié, et peut-être une fois par semaine avec son équipe. Donc il y a des instances qu'il faut créer. Donc en fait, oui, effectivement, là vous êtes sur une position très opposée, puisque toi, finalement, tu dis, FaZe, la vie de bureau, ou une partie de la vie de bureau, elle doit se passer à l'extérieur, et toi tu dis, l'événement, ou une partie des événements doit se passer au bureau, au contraire, hein, on est d'accord, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on observe, c'est que les entreprises préfèrent faire leurs événements à l'extérieur pour plusieurs raisons. Pour beaucoup de personnes, le bureau reste synonyme de routine et aussi de stress. Et donc, il faut vraiment créer un cadre propice, en fait, déjà à la créativité, stimuler cette créativité, stimuler la communication, stimuler l'interactivité et le partage d'informations. Et on se rend compte que même lorsqu'on fait l'événement à l'extérieur, on est souvent challengé à innover à chaque fois et de changer de lieu à chaque fois. Tu dis ça coûte cher, tu interpelles FaZe, tu lui coupes la parole d'une façon assez impolie d'ailleurs, je tiens à le signaler. Tu lui dis ça coûte cher, ok, d'accord, mais si toi tu transformes... Je me suis mis dans la peau d'un acheteur pendant une seconde. Si toi tu transformes ton bureau, en lieu événementiel, je caricature évidemment, je force le trait, tu te prives des économies immobilières permises par le flex office. On pourrait même aller beaucoup plus loin et imaginer un bureau que crée une entreprise comme un lieu événementiel en tant que tel, et presque, et ce serait pour nous un peu le endgame, où les lieux, où les entreprises choisiraient des bureaux et en feraient des lieux événementiels en se disant le travail individuel, il est chez soi. Donc on fait son travail individuel chez soi, et dès qu'on a besoin de se retrouver, on crée des bureaux qui sont finalement des lieux pour uniquement créer des moments pour se retrouver. Chaque entreprise a son propre château forme, quoi, en fait, c'est son siège, quoi. Ou son métaphore. Ou son métaphore, évidemment. Qu'est-ce que ça t'inspire, FaZe ?
Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont des châteaux forts au sein de leurs établissements. Loin de là, en fait, beaucoup d'entreprises ont fait des économies pour se focaliser et en tout cas adapter le travail à domicile. Néanmoins, ce que j'observe aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs qui ont changé de ville ou qui ont changé de bureau. Et du coup, encore une fois, l'événement répond à un objectif de rassembler ces collaborateurs qui sont présents dans plusieurs régions de France, par exemple. Mais alors ça, pour le coup, je ne suis pas d'accord parce que mais on voit la stratégie immobilière des entreprises qui prennent des bureaux qui sont peut-être plus dispatchés sur le territoire pour refléter cette réalité-là. Donc le MICE, il peut jouer clairement un rôle, et on le voit dans les chiffres, pour créer des moments pour des séminaires résidentiels, fédérer une équipe de manière assez nombreuse avec du séminaire résidentiel, de manière en mensuel dans des journées d'études, mais on a besoin de créer, ça tu l'as dit, maintenant on est dispatché sur le territoire, et donc il faut aussi que l'entreprise elle puisse avoir un lieu qui lui est propre pour connecter en quelque sorte l'entreprise à un espace physique qu'est le bureau, et ça reste très important pour les entreprises. Alors, il force le trait aussi un petit peu, Arnaud, hein, quand il présente ce bureau qui ne serait plus qu'une sorte de, moi j'ai dit de château fort, mais enfin de lieu événementiel. Mais, et toi, tu as ironisé sur ce qui était d'ailleurs une blague de ma part, mais il y a le Crédit Agricole qui donne un exemple intéressant aussi avec ses villages baïséens, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, dans certains sites du Crédit Agricole, il y a pratiquement des palais des congrès, hein, qui sont à usage interne, et puis qui sont optimisés en étant effectivement mis à disposition d'entreprises extérieures. C'est un autre modèle. C'est clair, David, que c'est un modèle, mais lorsque tu vois la réalité des choses, il y a peu d'entreprises qui ont ce modèle avec un campus interne, avec un amphithéâtre interne et tout. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça coûte cher. Et la deuxième raison, c'est qu'on est encore une fois à la recherche de nouveautés. Et aujourd'hui, l'une des tendances qu'on observe, en tout cas, c'est qu'on n'a jamais eu autant de no-show sur les événements internes qu'externes. Le faire venir est devenu une priorité. Et aujourd'hui, le lieu de l'événement fait partie de ce faire venir. D'accord, très bien. Je n'ai plus rien à dire. Tu as 1 minute devant toi. Non, mais écoutez, en tout cas, on a compris leur position, je crois, et je vous remercie tous les deux, parce que je sais très bien qu'elle n'est pas aussi tranchée que telle que vous l'avez présentée. Je veux juste dire quelque chose, David, c'est que pas mal de mes propos sont tirés d'un article publié par Board Office. Donc, merci. Cactus. Ok, donc on est en pleine schizophrénie du côté d'Arnaud Katz. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, vous avez bien joué le jeu. On adore. Alors pour continuer à jouer ce jeu, on a parlé de RSE un petit peu. Fanny, ce matin, nous a présenté la roadmap de Gibitier sur toutes les actions de lobbying pour la RSE et la partie environnement. Alors, le prochain sujet, Fanny, on a un peu parlé ce matin, fin des budgets financiers, tout sur le CO2. D'accord, pas d'accord. Alors justement, je voulais quand même vous dire qu'on a la chance d'avoir Amélie Bervex d'Axis qui a accepté de jouer le jeu. Donc, ce n'est pas forcément uniquement son avis, parce qu'effectivement, en tant que consultante, elle accompagne des clients qui sont d'accord et pas d'accord, mais elle a accepté de jouer le jeu du d'accord et effectivement du pas d'accord. C'est effectivement inversé, parce qu'on a notre activiste, bien sûr, que vous connaissez, Laurent Larocca, CEO de The Trip. Donc, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Laurent, toi, tu crois au bilan carbone ou au budget carbone. Ouais, moi, j'y crois. Ouais. Oui, pas tu crois. forcément Et puis les même, entreprises. quand tu as créé ta boîte, The Trip, c'était avec la croyance que les entreprises allaient faire preuve de bonne volonté sur le sujet. Tu es peut-être un doux rêveur, non, en fait? J'ai envie de croire qu'on a envie de prendre le sujet du dérèglement climatique au sérieux, et qu'il n'y a pas que le politique et le citoyen qui a la capacité de faire quelque chose. Les entreprises ont la capacité de faire quelque chose, mais pour faire quelque chose, il faut d'abord mesurer. Est-ce que tu sais, David, quelle est la proportion d'entreprises qui sont obligées de faire leur bilan carbone et qui le font?
Oui, je le sais parce que tu me l'as dit, mais je vais te lancer. Alors, entreprises et organismes publics qui sont obligés de le faire. Alors, les entreprises, c'est plus de 500 salariés. Les organisations publiques, c'est un peu plus compliqué. Elles sont ensemble 35% à le faire. 43% pour les entreprises privées. Ça veut dire que les autres payent une pénalité de 10 à 20 000 euros. Voilà, elles ne le font pas. Mais là-dedans, il y a même des gens du CAC 40. Alors, je ne vais pas les citer, peut-être qu'ils sont dans la salle. Donc la plupart des entreprises du CAC 40 le font quand même. Donc déjà pour agir, pour se dire, on se donne un budget carbone, c'est-à-dire un quota carbone à ne pas dépasser, il faut déjà savoir où on en est. Donc il faut déjà mesurer. Donc c'est ça le premier constat, c'est il faut mesurer et mesurer correctement avec une méthodologie qui soit bonne. Et là aussi, il y a beaucoup à dire sur les méthodologies qui sont employées. Et c'est vrai que même avant mesurer, on pourrait dire même prendre conscience des enjeux. Amélie, est-ce que tu ressens chez tes clients de l'appétence sur ces sujets, mais plus que de l'appétence qui serait suivie d'actes? Alors, pas forcément. Tu évoquais la notion de prise de conscience. Je pense qu'il y a une étape essentielle qui concerne la prise de conscience. Et donc, oui, il y a des choses qui existent au niveau de nos clients, évidemment. Pas que, mais qui sont plutôt globales au niveau de l'entreprise et qui ne redescendent pas forcément toujours sur la partie travel management, enfin déplacement professionnel, déplacement même mobilité au sens large. Donc il y a un décalage. Ce qui est dommage, hein, parce que pour une entreprise industrielle de service, 60 à 90% de l'émission carbone peut venir du déplacement. Donc ça peut être un des leviers principaux pour réduire l'empreinte carbone. Concrètement, si tu te trouves face à un acheteur qui est de bonne volonté sur ces sujets-là, toi, qu'est-ce que tu lui dis de faire? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Alors, mesurer, c'est bien. Alors, je partage en partie le point de vue de Laurent. Hein. Mesurer, c'est bien. Mais je trouve que se focaliser uniquement sur le bilan carbone en temps et en énergie, sachant les difficultés qu'il y a à mesurer de façon efficace, à savoir où on va, c'est aussi une façon, finalement, de ne pas agir. C'est-à-dire que c'est bien de mesurer pour pouvoir faire mieux, mais en même temps, on peut passer des années à mesurer et à se dire, je me suis quelque part acheté une bonne conscience, j'ai fait mon petit bilan, si ça va pas, donc je là, paye la pénalité. L'effet pervers du bilan carbone dont tu parles, finalement. L'autre point aussi, c'est que quelque part, on est dans un modèle qui est basé sur le financier depuis... peut-être même plus que des décennies, des siècles. Donc ce n'est pas non plus des changements culturels qui se font en l'espace de quelques années malgré l'urgence. Et donc du coup, se focaliser que sur la partie bilan carbone et se dire que le financier va disparaître, ça me semble un petit peu illusoire. Certes. Alors là, s'il faut un changement culturel, on est quand même mal, parce que les changements culturels, les historiens le savent, ce sont des lames de fond qui prennent beaucoup de temps, et du temps, on n'en dispose pas trop. Ouais, je pense que les jeunes générations vont s'occuper du changement culturel. Je pense que on a une génération qui arrive et qui a pris plus conscience. Je ne dis pas qu'elle est homogène, parce qu'il y a encore dans la nouvelle génération qui arrive des tas de gens qui font le tour de l'Europe pour 19 € en avion. Et ça, je ne pense pas que ça soit en accord justement avec cette prise de conscience. Les gens qui voyagent le plus en avion, je crois, sont dans la tranche 25-35 ans. En tout cas pour le tourisme, oui. Les touristes sont également des voyageurs d'affaires. Oui, c'est du tourisme d'affaires. Non, mais je suis d'accord. La mesure seule ne suffit pas. Il faut aussi agir. Et là, on va appliquer. En tout cas, l'entreprise devrait pouvoir se doter de la simple méthodologie qu'on peut appliquer soi-même, par exemple à la maison, qui s'applique sur tout principe écologique. C'est d'abord éviter. Avant de chercher à réduire, il faut éviter les voyages superflus. Aller faire un meeting de 2 heures à New York et revenir quasiment dans la même journée, ça c'est ce genre de voyage qu'on peut tout à fait éviter et que la pandémie nous a permis de découvrir qu'on pouvait le faire tout à fait en visioconférence. Donc il y a plein de motifs comme ça de déplacement qui peuvent aujourd'hui être substitués par d'autres moyens collaboratifs à distance. Et moi, je le dis aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que vous m'avez invité, quelquefois le meilleur voyage, c'est celui qu'on ne fait pas. Et ça, l'évitement, ça apporte un double bénéfice sur le budget économique et sur le budget carbone. Ensuite, effectivement, quand on doit se déplacer, la logique veut aujourd'hui de savoir
comme quand on a pris la décision d'acheter quelque chose, de savoir l'origine, de savoir quel est l'impact de ce qu'on achète. Mais là, c'est pareil pour le voyage. Si on peut privilégier les moyens décarbonés pour voyager, eh bien ça, c'est effectivement un axe qu'on doit privilégier. Après, si on continue dans cet arbre de décision, quand on est obligé de voyager en avion, on peut se poser aussi la question, pourquoi pas faire un go-between ? Pourquoi aller voir quelqu'un en avion alors qu'on pourrait se rencontrer au milieu en allant en train, chacun en faisant la part du chemin en train, par exemple. Ça, c'est des idées novatrices qu'on peut tout à fait mettre en place pour éviter de systématiquement, sur des motifs essentiels, prendre l'avion. Et ensuite, une fois qu'on a épuisé toutes ces possibilités, d'optimiser, voyager en éco, voyager avec des compagnies avec des flottes récentes pour avoir des facteurs d'émissions moindres, etc. etc. D'accord. Et le SAF, les cartes de fidélité de l'aérien ou des choses comme ça, pour toi, ça c'est à bannir. On arrête le cinéma sur le SAF. Voilà, donc toutes les compagnies aériennes vont me détester. Je sais où tu veux m'emmener. Bon, pour moi, j'ai un avis assez tranché sur les cartes les cartes de fidélité. C'est un double effet qui se coule, un double effet pervers. Ça t'incite à prendre encore plus l'avion côté pro pour pouvoir en bénéficier côté perso. Donc les cartes de fidélité, désolé, Air France et les autres dans la salle, faudrait les arrêter. Voilà, pour moi, ce serait radical. Ce serait de dire, c'est vraiment un effet très très pervers. Amélie, et le SAF, bon. Amélie, toi, pour que ça aille plus vite, que les entreprises agissent plus vite, parce qu'on voit bien que c'est très insatisfaisant. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut plus de réglementation, ou toi tu fais confiance à l'entreprise, et par quel biais ? Son attractivité, son image de marque, quoi ? C'est l'entreprise, pour moi, qui a le levier le plus important au niveau réglementation. Alors on ne va pas être d'accord de nos débats précédents. Je pense que ça arrivera toujours en décalage et toujours trop tard. Donc même s'il y a des choses qui peuvent se résoudre de cette façon-là et mettre de la pression, ce n'est pas suffisant. Donc l'entreprise, elle a un rôle à jouer pour pouvoir réduire ses émissions. Et ça passe par les changements culturels qu'on évoquait vis-à-vis du voyageur. Et les entreprises qui ne prennent pas le virage maintenant, dans quelques années, elles auront du mal à attirer des talents, elles auront du mal à attirer des clients et elles auront du mal à attirer des investisseurs. Donc c'est maintenant en fait que l'entreprise, elle doit prendre le tournant pour préparer son avenir là-dessus. Et ça passe par des changements de modèle. Un truc très concret, par exemple, qu'on voit, sans un changement de modèle sur les incentives, sur les achats, on n'arrivera pas à faire évoluer le système. Aujourd'hui, l'acheteur, il est incentivé sur du financier. Donc à quel moment, en fait, on lui tient un discours qu'il faut faire mieux sur le carbone, mais de l'autre côté, c'est pas pris en compte, en fait, dans les résultats. Donc c'est ça qu'il faut changer au niveau de l'entreprise. Et tu sais si aujourd'hui, dans l'école supérieure des acheteurs, on apprend ça aux futurs acheteurs ? Je pense qu'on en parle de plus en plus quand même, heureusement. Et je pense que c'est ce que disait Laurent, les nouvelles générations qui arrivent auront des visions très différentes aussi des organisations, probablement. Mais en tout cas, les organisations qui sont en place aujourd'hui, elles ne sont pas à niveau sur ces aspects-là. Et toi, Laurent, tu citais tout à l'heure le cas de ces seulement 35% d'entreprises qui remplissent leur obligation de bilan carbone, et tu dis, bah oui, elles préfèrent payer la pénalité de 10 ou 20 000 euros. Toi, tu es pour un renforcement de ces pénalités et tu es pour un renforcement, d'une façon générale, de la réglementation. C'est-à-dire que ta confiance en l'entreprise est beaucoup plus limitée que celle d'Amélie. Ouais. Non, je suis pas d'accord. Non. Je pense qu'il faut faire aussi confiance à l'entreprise, mais à un moment donné, c'est vrai que quand on te dit faire un bilan carbone, quand tu prends un cabinet, ça te coûte 30 000 euros et que la pénalité c'est 10 000, bon ok, tant pis, tu payes la pénalité, voilà, c'est pas grave. Je pense que obliger la coercition, tout ça marche pas forcément. Bon, ça peut être dissuasif effectivement, mais je pense que l'entreprise, le dirigeant doit prendre conscience qu'effectivement attirer des investisseurs, attirer des clients, attirer des talents, ça passe par une entreprise éco-responsable. Voilà. Merci à vous deux. À 9h15 ce matin, nous a fait du teasing toute la journée, notre présidente. Elle a dit, on va parler de NDC. Et donc, on a la chance d'avoir Air France, ça va être sympa le cocktail, pour nous parler de NDC. Tout est prêt, d'accord, pas d'accord. Et donc, j'appelle effectivement Katharina Navarro chez Capgemini et Stéphane Normand chez Air France. C'est à vous. Bonjour, on a quand même une toute
petite idée, je ne veux pas spoiler, de qui va être d'accord, de qui ne va pas être d'accord sur ce sujet? Alors, mais Katharina, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, je veux dire... Ok, vous connaissez des gens chez la GBTA, c'est vos relations qui vous ont permis d'être ici, parce que en fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est que les voyageurs, vos collaborateurs voyagent bien. NDC, GDS, etc., c'est pas votre problème, c'est le problème des TMC, c'est le problème des compagnies aériennes, c'est le problème des OBT. Vous vous occupez de la voiture, pas du moteur. J'adore parce que je peux commencer déjà à être pas d'accord. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve notre métier, côté acheteur, travel manager, c'est aussi de comprendre l'écosystème, de comprendre comment ça fonctionne les fournisseurs, comment ça fonctionne toute la valeur, la chaîne de valeur entre tous les fournisseurs avec lesquels on travaille. Parce que je ne travaille pas que et en direct avec Air France. J'ai aussi mon agence de voyage, l'outil des réservations. Egencia. Egencia, tout à fait, on peut le citer. Et surtout, une grande tâche pour nous aussi, je trouve, c'est de décomplexifier tout ce métier pour nos voyageurs. Parce que finalement, pour le voyageur, je ne veux jamais que mes voyageurs m'approchent avec NDC, parce que c'est une petite acronyme que moi, je comprends très bien et j'apprécie beaucoup. Mais mes voyageurs, ils sont rien à foutre. Mes voyageurs, ils sont à voyager, ils sont trouver les bons prix, dans les bonnes conditions et à voyager. Et il y a donc quelqu'un qui comprend très bien NDC, vous l'avez remarqué. Donc je pense, côté acheteur, il faut comprendre, il faut avoir ces discussions-là avec tout l'écosystème de voyage d'affaires, justement pour le parler yeux dans les yeux de où on est, qu'est-ce qu'on fait et comment ça peut marcher pour mes utilisateurs finaux, c'est ça qui est les voyageurs. Stéphane, vous avez de la chance parce que vous avez quand même une opposante, si j'ose dire, une cliente qui n'est pas fermée apparemment à NDC, qui en plus a comme TMC Egencia, donc c'est pas la petite agence de quartier, c'est pas les moins avancés sur les sujets. Donc vous avez de la chance. Mais finalement, NDC, ça a été créé par les compagnies aériennes, ça a été voulu par les compagnies aériennes, par la voie de IATA. Pour votre intérêt propre, évidemment. On ne fait pas les choses contre soi-même, généralement, pour un peu reprendre la main sur votre distribution. Mais les autres acteurs du business travel, et puis en particulier les clients, puisque vous êtes opposé à Katharina, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Bon, alors, il faudrait peut-être revenir même à l'origine de ce pourquoi on a fait ça. Dans le fond, en fait, cette histoire d'NDC, c'est une évolution technologique qui est profonde et qui permet quand même de moderniser sérieusement cette couche-là d'intermédiaires que l'on avait depuis 30 ou 40 ans et qui finit quand même par être un peu vieillissante. Là, tout à l'heure, je voyais les startups qui parlent du voyage de demain. Enfin, je veux dire, on ne peut pas construire le voyage de demain sur l'edifact tel qu'on le connaît depuis 30 ans. Donc, c'était quand même une évolution fondamentalement essentielle si on veut pouvoir développer des produits qui sont un peu différents de ce qu'on a développé dans les dernières années. Et si on veut pouvoir aller vers des choses qui sont un peu plus personnalisées, vers des choses qui sont plus adaptées aux besoins de chaque type de client, et ils sont quand même assez divers, et ben NDC, c'est un peu une nécessité technologique pour aller vers ça, pour le faire très simplement. Donc c'est pas que l'intérêt des airlines, c'est avant tout quelque chose pour s'adapter mieux aux besoins des clients. D'accord. C'est ça la promesse que vous fait Air France. C'est chouette quand même. Ils sont sympas. Ils sont sympas Air France. J'apprécie, mais j'attends à des résultats. Donc là, je ne les vois pas. Vous n'en êtes pas sûr? Je ne les vois pas encore. Là, je vais voir. Ça fait. Quelles sont vos inquiétudes en fait, Katharina? Mes inquiétudes, c'est une disruption de notre marché central sur l'aérienne. C'est quelque chose qu'on a connu toujours sur l'hôtellerie, que c'est je trouve moins cher ailleurs et on ne compare pas les pommes avec les poires et c'est différent, c'est très clair. Mais on avait une consistance côté aérienne qui était plutôt claire. J'avais même des promesses dans mes contrats TMC qui disent je ne peux pas trouver moins cher ailleurs parce que le JDS, finalement, tout est là, tout est consolidé, tout est égal. Et là, ça commence malheureusement d'avoir les premiers voyageurs, surtout côté US, qui commencent à me sortir des choses. Oh là là, attention, je vends ma chère ailleurs. C'est quoi ça? Et c'est là où je me dis, c'est quand même désagréable que ça fait 10, 12, je ne sais pas combien d'années qu'on parle NDC. C'était censé être quelque chose qu'on travaille tous ensemble. Et là, j'ai l'impression que les compagnies aériennes poussent quelque chose parce qu'eux, ils sont prêts. Mais les intermédiaires derrière, les OBT, les TMC, ils ne sont pas prêts à consommer. Donc nous, derrière, les utilisateurs, on commence à plus voir tous les contenus. Et ça me gêne.
Elle est inquiète donc, Katharina. Oui, elle a raison quand même. C'est-à-dire que effectivement, ce bouleversement, il est compliqué parce que l'écosystème dont on parle et qu'on veut complètement faire évoluer est compliqué. Et donc évidemment, les compagnies commencent. Et puis derrière, il faut qu'il y ait des nouveaux acteurs qui remplacent les GDS, finalement. Ça s'appelle des agrégateurs. Il y en a quelques-uns. Ils sont de diverses complexités ou maturités. Il faut que les TMC s'adaptent, les SBT s'adaptent. Donc moi, je ne peux pas nier le fait qu'on a été quand même très ambitieux de vouloir entrer dans ce schéma, mais c'est un peu inéluctable. Sinon, on ne modernise pas l'ensemble. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une grosse diversité de maturité entre les différents acteurs. Il y a quelques airlines qui sont assez avancés, il y en a d'autres qui n'ont même pas commencé. Et il y a quelques acteurs de la distribution qui sont aussi assez avancés par rapport aux autres. Et pour répondre à Katharina sur la possibilité de comparer, c'est vrai que dans cette phase de transition qui dure longtemps et qui n'est pas encore au bout du chemin, les possibilités de comparer ne sont pas très évidentes. Mais pour le moins, c'est quand même dommage ça, parce que vous n'avez pas. Attends, Stéphane, oui, tu n'as pas parlé du continuous pricing. Ça m'a étonné quand tu parlais de. J'étais. Oui, mais ça fait partie des choses qui sont mises en avant par les compagnies pour dire vous allez voir NDC c'est bien, il y a le continuous pricing, enfin le pricing dynamique, et vous allez payer moins cher vos billets d'avion. Bah oui, mais c'est une belle promesse, sauf que déjà on ne sait pas si le continuous pricing ça fera baisser les tarifs, rien ne le prouve. D'une, mais de deux. Si on ne voit pas bien sur le même écran, sur une même route, la concurrence, bah non seulement on ne va pas payer moins cher, mais on va payer plus cher éventuellement. Oui. Le truc, c'est que... Non, mais d'abord, tu sais, il y a beaucoup de choses. L'histoire du continuous pricing, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, sur NDC, sur les websites des compagnies aériennes qui le proposent, les prix sont moins chers. Alors, il faut regarder par route, mais à peu près la moitié des tarifs que l'on vend aujourd'hui, c'est du continuous pricing. Donc, c'est très important d'être sur ces canaux pour en disposer. L'histoire de la comparaison, effectivement, après, ça va dépendre des outils que vous utilisez pour comparer. Et encore une fois, on retombe sur des couches qui ne dépendent pas des compagnies elles-mêmes, qui sont les couches de distribution, effectivement, qui sont plus ou moins mûres. Certains proposent très bien la comparaison entre ce qui est dans le GDS traditionnel et ce qui est sur NDC. D'autres le font encore moins bien. C'est vraiment une affaire de transition. Mais juste pour conclure quand même là-dessus, l'NDC, ce n'est pas qu'une promesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, la moitié de ce qu'on vend, c'est de la vente indirecte. Et sur cette vente indirecte, on a plus de 20% qui est déjà sur NDC. Que en loisir, hein. Pardon ? Que en loisir. Ouais, beaucoup de loisirs, mais pas que. Mais c'est quand même important de noter que c'est du loisir, mais ce n'est pas strictement du loisir. En fait, c'est du loisir online. C'est-à-dire que finalement, le problème d'NDC aujourd'hui, c'est plus un problème de changement au niveau de chaque structure parce qu'il faut reformer les gens, il faut changer d'outils et ça, c'est compliqué, c'est cher et ça prend un peu de temps. Les agences en ligne qui, elles, ont moins ce problème-là, qui sont juste des boîtes de tech et qui donc, se branchent assez vite, qui ont compris que les prix étaient plus intéressants, elles ont viré déjà à 80% de leur business sur NDC. Et concrètement, alors comment vous vous préparez, Katharina, là, à ces échéances qui arrivent où, par exemple, le transporteur national va instaurer, normalement, hein, on n'est jamais trop sûr avec Air France sur ce sujet, mais normalement, au 1er janvier 2024, il y a la surcharge GDS qui est appliquée. Ça va se répercuter sur le prix de vos billets. Hein, c'est vous qui allez payer, c'est personne d'autre. Comment vous anticipez, comment vous voyez les mois qui viennent là ? Là, on continue à travailler avec tout le monde dans notre valeur de chaîne. Donc, on parle effectivement à Air France, à toutes les compagnies aériennes en direct, et on parle avec notre TMC aussi, avec les experts produits derrière la TMC, pour regarder où est-ce qu'on est, où on est prêt, où on n'est pas prêt. On fait partie du premier pilote pour tester. Donc, on est en train de tester le contenu Air France NDC en France, et en train de tester aussi le contenu américain aux US. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont vraiment en phase pilote, où finalement, aujourd'hui, on sait on peut réserver du NDC, très bien, mais on n'est pas sûr, en fait, si on peut faire des services derrière. Et cette fait que ma TMC me dit, on va tester... On peut réserver, on peut modifier, on peut réserver, on peut voler, mais réserver et changer, annuler derrière... La réponse est on n'est pas sûr. Oh là c'est là. même pas qu'on peut, on peut pas, on peut si. Non mais c'est la cata en fait, Stéphane. C'est gênant, et c'est gênant encore une fois parce que pour le voyageur, ça reste son billet Air France. Le voyageur il sait pas qu'il se trompait, il a pris en NDC et finalement c'est pas changeable. Peut-être il n'a pas des points sur sa précieuse carte loyalty, on ne sait pas. Il y a encore beaucoup d'inconnus où je me trouve un peu mal accompagnée quand même, et j'ai l'impression que les autres partenaires des écosystèmes voyage d'affaires ne mettent pas trop bien à travailler ensemble.
Et c'était un peu une pousse aérienne individualisée. 10 secondes alors. Oui, vas-y. Ben, elle a un peu raison. Valérie m'a dit qu'on avait du temps, alors vas-y. Alors, une minute. C'est compliqué. C'est compliqué. Encore une fois, on retombe sur la complexité de l'écosystème. Moi, je vais vous dire que le service que fournit Air France et quelques autres airlines est déjà assez complet en termes de servicing. Mais la vérité, c'est que ça ne suffit pas du tout. Il faut qu'il y ait un agrégateur qui rapporte bien qui traduise bien ça, puis que le TMC derrière soit prêt. Donc, la vérité, c'est vrai, c'est que on est sur des outils professionnels qui sont loin d'être complètement finalisés, sur lesquels il faut ajuster à chaque partenaire. Ce que dit Katrina est très juste sur le fait qu'on ne peut pas juste se contenter de fournir un service et d'attendre que ça se mette en place. Il faut qu'on ait des relations très étroites avec les couches. Donc on travaille avec Egencia directement, avec le TMC, avec l'agrégateur Amadeus qui est derrière et qui nous permet de faire l'ensemble. Donc en fait, ça suppose qu'on soit quand même impliqué jusqu'à ce que la chaîne soit prête. Et la chaîne, il y a encore la peinture n'est pas sèche tout à fait partout, mais quand même globalement. D'accord, et elle sera sèche le 1er janvier 24, c'est-à-dire c'est sûr le 1er janvier 24, la surcharge GDS est appliquée. Quand même, le 1er janvier, on parle vraiment de ce qui concerne quelques gros acteurs du business travel. La plupart des acteurs du loisir payent déjà la surcharge quand ils sont pas prêts. On parle de TMC là. Oui, bien sûr. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même un grand nombre d'acteurs qui ont déjà basculé sur NDC et qui font du rebooking, du refund, ils font tout ça. Simplement, effectivement, il y a encore des endroits où il y a des choses un petit peu à régler. Le business travel, c'est plus compliqué, il y a plus de servicing, ça prend du temps. Voilà. Merci. Merci à vous deux. Merci.